Ibuni, c'est une épopée qui se raconte depuis les débuts du peuplement de la Grande Île. Sa mise à l'écrit se fera en plusieurs étapes où petit à petit, le mythe dans son entière version sera excavé de la tradition orale malgache. Tout commence en 1657 avec Étienne de Flacourt. Ce chef de colonie laisse la première trace écrite du récit d'Ibuni dans son ouvrage intitulé « Histoire de la Grande Île de Madagascar ». Il faudra ensuite attendre près de 2 siècles pour retrouver à nouveau le mythe. Cette fois, c'est un lettré malgache anonyme qui l'a couché sur papier, et ce n'est qu'en 1877 que Larsdal va le publier dans Malagasy Folklore. Le père François Loiret, lui, en proposera une version améliorée en 1993 en allant plus en profondeur dans ses recherches sur les traces des différentes versions existantes. Il proposera une nouvelle édition en 2 tomes dès mars 2008. En 1993, où j'avais commencé d'enseigner Ibuni, et il y a une édition provisoire qui a été faite et qui m'a servi à enseigner pendant de longues années au grand séminaire de Futsu Afianarasu. Et c'est devenu en 2008 ce premier tome que j'ai intitulé Le mythe d'Ibuni, le Grand Prince, parce que le Grand Prince, c'est pour l'idée, c'est une Renabu. Ibuni, Nabu, Nabu, le Grand Prince ou le Grand Roi, si vous voulez. Alors c'est les mêmes, c'est la base, c'est ce premier livre, mais amélioré de beaucoup de remarques, de choses que j'ai apprises par les étudiants. J'avais la chance d'avoir des étudiants de tout le sud et l'ouest de Madagascar, où on trouve certainement les meilleures versions et qui sont les régions d'origine de ce mythe d'Ibuni. La version la plus ancienne qu'on a, elle est résumée dans Flacourt au XVIIe siècle, dans l'histoire de la Grande Île Madagascar, la fable de la Chouano. Et puis les amis malgaches ou bien linguistes comme Noël Guenier, etc., m'ont fait connaître pas mal d'autres versions. Et puis finalement, c'est sorti ceci en 2008, et puis j'ai trouvé encore d'autres versions qui ont complété, et de façon, pour moi, très impressionnante et inespérée, au pays Antemo. Au-delà de la genèse de l'écrit, le mythe raconte le périple du prince Ibuni depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ibuni est enfant de roi, et dès le prologue, le mythe met en exergue la valeur de l'enfant. Car quand bien même ils avaient été des grands seigneurs, ses parents n'ont pas enfanté. Il en imagine toute l'insignifiance de la vie sans cela. La mère d'Ibuni consulte alors Lumbias et Ibuni a fini par naître. Se pose ensuite la question du mariage. Ibuni veut se marier, mais sa promise est enlevée. Il doit ainsi affronter épreuve sur épreuve avant de pouvoir s'unir à elle. À travers ces embûches qu'il rencontre, c'est toute une conception du monde qui se développe, le monde des Malgaches, où le rôle central est tenu par l'alliance de l'homme et de la femme, par le Fanabadin. Le lien entre l'homme et la femme se fait par la mise à l'épreuve. Shedrain et Boni Voleila. Voilà. Et il y a toutes sortes d'épreuves. Quand il arrive à mourir, c'est le seul endroit où il accepte qu'il n'est pas fort. Mais sinon, il y a toutes les épreuves de la vie qu'il faut dépasser et il faut accepter de mourir. Pour la fille, on prend le risque pour pouvoir vivre et accéder à la victoire et à la vie. En fait. Bon, c'est la grande philosophie de la culture malgache, c'est l'exaltation de la vie. Et là, ici, c'est toute la façon de développer la vie sur la terre par l'alliance de l'homme et de la femme à travers les épreuves et à travers l'amour. Pour retrouver ça dans le cosmos avec le processus d'histoire qui va à l'ancestralisation, où la vie sur la terre n'est pas perdue, puisque tout ça, ça fait qu'on devient ancêtre avec une histoire. Mais ce mythe est également
un témoin de l'origine du peuplement de Madagascar. Il recèle de nombreuses influences arabo-musulmanes. Quant au texte, il semble être imprégné de diverses strates où le Sakala va s'unir au vieux Myrne comme une résurgescence d'une origine commune. Et on ne sait jamais de qui ça vient, puisque un mythe, comme tous les contes, c'est une sagesse qui se transmet des anciens aux enfants. C'est jamais les enfants qui vont faire des contes pour les grands-parents, hein, c'est toujours dans le sens inverse. Et on ne sait jamais d'où ça vient, à l'origine. Alors, je suppose, c'est mon hypothèse, qu'il y a quelque chose de Ramini au début, du côté de Fort-Dauphin en tout cas. On voit quelque chose qui vient de là et qui se répand sur la côte est et qui suit le développement des royaumes. Certainement, c'est déjà quelque chose de très en place au XVIIe siècle, puisque il y a la fable de Rachonneau qui est racontée par Flacourt, qui est ici. Voilà. Donc c'est 1657 et le roi, le prince dit à Flacourt que ses ancêtres sont arrivés du côté des femmes, je crois, 12 générations avant, et du côté des hommes, 14 générations avant. Donc on est à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, et ça va naître un peu. Bon, maintenant, on estime qu'à cette époque-là, Madagascar, c'est entre 20 000 et 30 000 habitants. C'est encore très peu peuplé. Il n'y a personne sur les centraux plateaux. On est encore sur la côte et ça va se répandre. Et donc cette histoire, elle va se répandre dans tout Madagascar, là, avec le peuplement et la mise en place des Fiandrianes, des femmes accueillies, dans la suite des Jafrani.